Vous serez le plus grand roi du monde. 15h, 16h sur Europe 1. J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin. Historiquement vôtre. A successor to the kings and queens of history. Madame, vous avez entendu parler de la fusée lunaire? Est-ce que vous y croyez? L'art est un monde qui n'a rien à voir avec la réalité. L'hyperphosphorescence, c'est de l'art physique. Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour désormais à 15h. Et pendant une heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée, ou même des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous présente celle qui fut le cadeau du vice-roi d'Égypte Mehmet Ali au roi de France Charles X. Un drôle de cadeau. Le premier spécimen vivant de girafe jamais vu en France, ou la véritable histoire de celle qu'on appellera ensuite Zarafa, la première girafe de France. Comment s'appelait Zarafa avant de s'appeler Zarafa? Est-ce que le roi Charles X s'est bien entendu avec sa girafe? Et comment est-elle arrivée jusqu'à lui? Nous sommes le 9 juillet 1827 dans l'orangerie du château de Saint-Cloud. Il est midi et la famille royale trépigne d'impatience. Il y a de quoi. Le roi Charles X, le dauphin, la duchesse d'Angoulême et les princesses attendent de voir arriver l'animal dont tout le monde parle dans le pays. Un animal extraordinaire et insolite, du moins à cette époque où en France, on n'en avait jamais vu. Une girafe. Si, aujourd'hui, on a tous un jour succombé au doux regard de ce gigantesque ruminant originaire d'Afrique, savez-vous qu'au XVIe siècle, Ambroise Paré, le premier chirurgien du roi Charles IX, classait les girafes parmi les monstres comme les siamois ou les moutons à 5 pattes? Les Français attendront 2 siècles et demi et le roi Charles suivant pour découvrir que celle qu'on a aussi appelée chameau léopard ou caméléopard à cause de sa robe osselée n'est pas plus effrayante qu'une vache. L'étrange animal a mis les pattes dans le royaume de France le 23 octobre 1826. Puis, accompagné de l'éminent naturaliste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, la girafe a traversé tout le pays depuis Marseille, déclenchant une extraordinaire gyrophomanie sur son passage. Son voyage est relaté dans tous les journaux. On la trouve aussi reproduite presque à l'identique sur de la vaisselle ou des calendriers. Elle est même l'héroïne de plusieurs pièces de théâtre. En quelques semaines à peine, la girafe est devenue une véritable star. Alors forcément, depuis son arrivée à la ménagerie du Jardin des Plantes, où elle a élu domicile le 30 juin de l'année suivante, des milliers de personnes sont allées la voir. Mais le roi Charles X, lui, ne l'a pas encore vue. Depuis des jours, il brûle d'envie d'aller à sa rencontre, mais la duchesse d'Angoulême, fille aînée de Louis XVI, n'est pas d'accord. Madame Royale a expliqué le protocole à son oncle impatient. C'est à la girafe d'être conduite au roi, et non pas au souverain de se précipiter au-devant du cadeau qu'on lui fait, car oui, c'est un cadeau. C'est à lui que le pacha d'Égypte Mehmet Ali l'a offerte. Alors, en ce 9 juillet, c'est à peine si le roi ne se hausse pas sur la pointe des pieds pour la voir arriver. La girafe, sa girafe désormais, partie de Paris à 6 h du matin, arrive à Saint-Cloud 4 heures plus tard. Elle est accompagnée de ses 4 gardiens habituels, d'un détachement de gendarmerie et d'une foule immense de curieux. Plusieurs savants et autres éminentes personnalités la suivent ou la précèdent à cheval. Messieurs Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire et les membres de l'administration du jardin du roi doivent présenter la girafe à Charles X et lui expliquer le mode d'emploi, ses mœurs, ses habitudes en tout cas. C'est donc grâce au pacha d'Égypte que la girafe a fait ses premiers pas dans le royaume de France. En 1826, Mehmet Ali décide en effet d'offrir au roi de France l'un des 2 girafeaux qu'il possède. Le pacha sait que Charles X, comme tous les Français depuis l'expédition de Bonaparte, se passionne pour les antiquités égyptiennes et les animaux exotiques. Alors, pour resserrer les liens diplomatiques, quoi de mieux qu'une girafe? Dès que le consul britannique Henry Salt apprend que Mehmet Ali prévoit d'offrir un de ces 2 girafeaux au roi de France, il s'empresse de demander l'autre pour le roi d'Angleterre. Le pacha, fin politique, se doit de ménager la chèvre et le chou. Il promet donc l'autre girafeau à Georges IV. Mais il sait bien que le second est de santé fragile. Il n'est pas certain qu'il survivra au voyage. Le 30 septembre 1826, la girafe, qui ne s'appellera que bien plus tard Zarafa, embarque depuis Alexandrie sur un bateau qui la conduit à Marseille en 3 semaines. Le pont a été découpé afin qu'elle puisse passer la tête.
Son long cou surgit alors comme un mât supplémentaire au milieu des voiles. Elle est accompagnée de ses nourrices personnelles, 3 vaches qui lui fournissent le lait dont elle a besoin, soit au moins 20 litres par jour. Il y a aussi à bord 2 antilopes également destinées au roi, 2 ânes, 4 moutons et 2 agneaux. Après une escale en Crète puis en Sicile, l'arche de Noé, ou plutôt de la future Zarafa, arrive à destination le 23 octobre 1826. Comme tout passager étranger se présentant dans un port français, Zarafa doit effectuer une quarantaine. Marseille a trop souffert de la peste pour tolérer le moindre passe-droit, même pour un cadeau royal. Elle et ses compagnons de voyage sont donc conduits dans un lazaret où ils passent 17 longs jours sous haute surveillance. Si Zarafa sort de quarantaine à la mi-novembre 1826, il fait bien trop froid en France pour faire voyager cette Africaine. La girafe doit donc rester à Marseille jusqu'au beau jour. Voilà un problème de taille pour la cité phocéenne. Aucune bergerie, aucune étable n'a la capacité d'accueillir un animal si imposant. Le préfet des Bouches-du-Rhône décide alors de faire construire une écurie grand modèle dans la cour de la préfecture. Des tentures sont prévues pour la préserver des courants d'air et des paillassons pour la réchauffer au plus fort de l'hiver. 2 chevaux de trait lui serviront même de radiateurs. Mais les travaux de construction inquiètent la population. Quelle bête fabuleuse va-t-on bien pouvoir héberger dans une telle écurie? Un monstre sans doute, une bête forcément gigantesque et forcément dangereuse. La rumeur publique enfle de jour en jour. Et si c'était un animal diabolique? Pour ne pas attiser les rumeurs, les autorités décident de transférer du lazaret à l'enclos vaches et antilopes durant la journée. Ce n'est qu'à la nuit tombée que Zarafa commence à balancer son grand corps dans les rues de Marseille. Tranquillement, elle chemine derrière un gendarme à cheval, cet animal semblant la rassurer. Elle broute de ci de là quelques rameaux aux arbres qu'elle croise. Bien que trop jeune pour être déjà herbivore, elle est gourmande et curieuse. Mais on ne peut garder longtemps au secret un tel animal, et c'est bientôt tout Marseille qui vient s'extasier dans la cour de la préfecture. Les badauds arrivent de partout en ville pour voir, pour dire qu'ils ont vu surtout l'animal extraordinaire. Et c'est comme si la France renouait avec le protocole. On assiste à son lever, à ses repas, ses promenades, son coucher. Personne ne voudrait rater cette visiteuse si singulière. Messieurs les savants de l'Académie des sciences de Marseille l'examinent sous toutes les coutures, excréments compris. On s'étonne de son équilibre, on commande son pelage et l'immensité de son cou. Ses 12 yeux séduisent tous ceux qui la regardent et les observateurs tombent sous le charme de sa grâce mystérieuse. Zarafa ne donne aucun mal à ses gardiens. Elle n'est pas agressive, bien au contraire, elle cherche à lécher les mains et le visage de ses visiteurs privilégiés avec lesquels elle se sent en confiance. Elle dévore à l'occasion les bouquets de fleurs ou les feuilles qu'on lui tend. Les plus observateurs notent qu'elle dort peu, qu'elle est constamment en mouvement dans son écurie exiguë. On sait aujourd'hui que ce comportement est anormal et qu'il témoigne d'un certain stress chez la girafe. Et on ne peut que la comprendre. L'hiver marseillais n'a pas été rigoureux. Zarafa le traverse sans peine. Elle se porte bien et on lui octroie désormais une promenade quotidienne pour la plus grande joie des villages alentours. On sort sur le pas de sa porte, on cesse le travail pour regarder passer l'animal étrange. Parfois même, on la suit gaiement. L'affluence est telle qu'il faut adjoindre 2 gendarmes aux 4 hommes qui forment sa garde habituelle. Si la girafe a passé un hiver paisible à Marseille, à Paris, le roi Charles X s'impatiente. Il veut voir son cadeau. Mais le plus dur reste à faire. Le trajet de Marseille à Paris avec une girafe. Oublions le train qui n'existe pas encore en France à cette époque-là. Reste alors le voyage par mer via Gibraltar jusqu'au Havre, puis Paris en remontant la Seine, ou par le Rhône, ou bien à pied. Malgré toute sa bonne volonté, le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas spécialiste des animaux, encore moins des animaux exotiques. Il demande qu'on lui en envoie un de Paris. Un spécialiste qui prendra la bonne décision et qui pourra le décharger du poids de ce royal cadeau qui commence un peu à lui peser. Animal exceptionnel, savant exceptionnel. C'est Étienne Geoffroy Saint-Hilaire en personne qui se charge de cette lourde mission. À 55 ans, c'est l'un des plus célèbres naturalistes de France. Il est directeur du Zoo de Paris, professeur de zoologie et membre de l'Académie des sciences. Geoffroy Saint-Hilaire arrive à Marseille le 4 mai 1827. Il choisit la marche à pied. Et oui,
Mais l'expédition de la girafe jusqu'à Paris ne sera pas une mince affaire, d'autant plus qu'elle est accompagnée d'une antilope, de 3 vaches et de 2 mouflons. Il faut du matériel, des hommes et surtout un itinéraire. Il y a plus de 800 km à parcourir en petites étapes pour ne pas fatiguer la girafe et lui donner l'impression d'une promenade d'agrément plutôt que d'un covoyage. Il faut aussi déterminer quelles auberges accueilleront l'inhabituel convoi et veiller au ravitaillement de tous. Geoffroy Saint-Hilaire, pourtant de santé fragile, ne chôme pas. Le 20 mai, c'est le grand départ. Il pleut sur Marseille, mais heureusement, Geoffroy Saint-Hilaire a fait tailler un manteau de pluie avec capuche dans de la toile gommée pour s'en protéger. Voici donc le convoi qui s'ébranle. 2 gendarmes à cheval ouvrent la marche pour éclairer la route et arrêter carrosses et chars à bœufs. Suite une escorte composée d'un brigadier, de 3 gendarmes, 3 vaches et leurs vachers, puis notre homme. Ensuite apparaît Zarafa, caparaçonné dans son imperméable et encadré par ses cornacs qui la tiennent en longe. Une charrette transportant vivres et bagages, une antilope et 2 mouflons ferment le cortège. On imagine l'enthousiasme que suscite un tel convoi. Dès son arrivée à Aix, le soir même, on promène la girafe dans les rues où retentissent les cris de surprise de la foule venue nombreuse. On l'applaudit, on l'admire. En remerciement, elle dévore les fleurs aux jardinières des étages. Toujours débonnaire, elle ne semble pas avoir souffert de cette première étape. Le voyage se poursuit d'un train de sénateurs. Saint-Cana, où on donne une réception en l'honneur de la princesse d'Égypte, Lambesc, Orgon, Avignon. Prévenue de son arrivée, on la guette, on l'attend. Les rues des bourgs et des villes retentissent des vivas et des ovations. Cet accueil se répétera à chaque étape. Geoffroy Saint-Hilaire précède chaque jour le convoi pour s'occuper de trouver un hébergement pour la nuit. Le naturaliste est tout petit soin pour sa protéger. Il l'aménage autant que faire se peut. Il sait qu'une foule particulièrement imposante l'attend à Lyon. Pour qu'elle arrive bien reposée, il fait ralentir le pas et allonger les escales. Zarafa arrive dans la capitale des Gaules le 6 juin 1827. Elle loge à l'hôtel de Provence, devant lequel, comme de coutume désormais, une foule conséquente s'amasse pour voir la bête. Tous ces déplacements sont réglés et surveillés par Geoffroy Saint-Hilaire et encadrés par un détachement de cavalerie et une garde nombreuse qui éloignent les badauds. Zarafa les regarde paisiblement, nullement effrayé. L'agitation ne la gagne finalement que quand des spectateurs s'agitent et commencent à courir. Zarafa se met alors à galoper autour de la statue de Louis XIV sur la place Bellecour. La foule, épouvantée par l'attitude de cet animal colossal, prend panique. On se bouscule, on tombe, on crie. Zarafa s'affole. 3 de ses gardiens sont jetés à terre en cherchant à la retenir. Celui qui ne lâche pas prise parvient enfin à la calmer. Geoffroy Saint-Hilaire a prévu d'effectuer le trajet de Lyon à Mâcon par voie fluviale pour ménager la santé de tous. Le caractère docile de Zarafa l'y engage. Elle se laisse conduire aussi facilement qu'un cheval. Et le naturaliste est passablement fatigué, écrasé par l'organisation et par les responsabilités. Il voudrait une escale d'au moins 1 semaine à Fontainebleau pour le repos de tous avant l'arrivée à Paris. Mais sa proposition envoyée au ministre de l'Intérieur reste d'être morte. Il faut continuer à pied. La progression est de l'ordre de 20 à 25 km par jour à la vitesse de 3,5 km par heure. Sur le parcours, des auberges, des relais de poste et des commerces adoptent la girafe comme enseigne. C'est là le début de la giraphomania. Le 30 juin 1827, après 880 km à pied et 41 jours de voyage, le convoi de la girafe arrive à la barrière de Fontainebleau. Zarafa a merveilleusement profité. Elle a pris du poids et s'est fortifiée par l'exercice. Ses muscles sont plus fermes, son poil plus doux et plus lustré qu'à son départ de Marseille. Elle mesure désormais 3,80 m. Elle s'est habituée au bruit et à la vue de la foule. Elle peut affronter Paris, la tête haute. Après un long voyage à travers la France, Zarafa est conduite à la ménagerie du Jardin des Plantes. C'est l'un des plus anciens zoos du monde. Il a ouvert ses portes en 1794 sous l'impulsion de l'intendant du Jardin national des Plantes, Bernardin de Saint-Pierre. On y a transféré les quelques animaux survivants de la ménagerie royale de Versailles, ainsi que ceux de la ménagerie du duc d'Orléans. À partir de 1798 sont arrivés des éléphants, des lions, des chameaux, des autruches ou encore des buffles. Autant d'animaux réquisitionnés par les armées de la Convention, puis par les armées napoléoniennes, des animaux offerts par des souverains ou rapportés d'expéditions. En 1812, on y a inauguré une rotonde construite en forme de la croix
de la Légion d'honneur. C'est là que Zarafa prend ses quartiers, en ce bel été 1827, avant de découvrir la cour du roi de France. Je vous le disais en préambule, c'est donc le 9 juillet 1827 à midi, dans l'orangerie du château de Saint-Cloud, que l'impatient Charles X, suivi de toute la cour, découvre enfin le cadeau du pacha d'Égypte. Tous admirent le bel animal et souhaitent la voir marcher puis courir, bien qu'elle n'aime pas se précipiter. La dauphine lui présente un bouquet que la girafe effleure de sa bouche, puis le roi en personne lui donne à manger dans sa main des pétales de rose dont elle est très friande. Quel trésor de douceur que cet animal si disproportionné et gigantesque. La famille royale est sous le charme de Zarafa, la première girafe de France. Après sa visite au château de Saint-Cloud, la girafe du roi retourne tout tranquillement au jardin des plantes. Depuis qu'elle a mangé les roses offertes par sa majesté, chacun y va de son bouquet, au point que le directeur de la ménagerie doit insérer un avis dans la presse pour épargner des indigestions de fleurs à la girafe. On se presse tant pour la voir que devant son enclos on note une recrudescence des vols. Le jardin des plantes devient le quartier général des voleurs. On vole des mouchoirs, des montres, des tabatières ou encore des bourses aux curieux, aux curieuses que l'émerveillement rend un peu moins méfiant. Mais les chapardeurs ne dissuadent pas les curieux. Entre juillet et septembre 1827, ce sont plus de 600 000 visiteurs qui viennent l'admirer. C'est que Zarafa est célèbre, très célèbre, et qu'il faut l'avoir vue. Les plus malchanceux qui ne pourront la côtoyer de près se consoleront grâce à ce qu'on appellerait aujourd'hui des produits dérivés. Elle est si populaire que son image est utilisée pour vendre toutes sortes d'objets du quotidien, de la vaisselle par exemple. On achète des assiettes, des plats, des saladiers, des tasses, des salières, des flacons, des cruches, des carafes à l'effigie de la girafe. On peut se procurer des cure-dents, des boîtes d'allumettes, des fers à repasser, des plaques de cheminée, des pendules, des girouettes, des encriers, des bougeoirs, des savons, des jouets. Rien n'échappe à la girafomania, pas même la mode. On trouve des girafes sur les chapeaux, les ceintures, les sacs à main, les cannes, les éventails, les ombrelles. On invente même pour les dames un chignon à la girafe qui se porte bien sûr à la verticale, avec rubans, nœuds, plumes et fleurs. Et pour les messieurs, des hauts cols giraffiques. On écrit des fables, des chansons, des comédies. Des places et des rues sont rebaptisées en son honneur. George Sand, Dumas, Balzac écrivent même à son sujet. On n'est pas moins actif outre-Manche, où la seconde girafe du pacha d'Égypte, Mehmet Ali, est finalement arrivée le 11 août 1827, après un séjour hivernal à Malte, puis un voyage en bateau par Gibraltar et l'océan. Le 13, elle est présentée à Windsor, au roi George IV, aussitôt conquis lui aussi. Mais la girafe britannique ne se porte pas bien. Elle est blessée aux pattes à tel point qu'un technicien anglais doit concevoir une charpente munie d'une sangle ventrale reliée à un treuil pour la tenir debout. Affaiblie, elle ne vivra finalement pas plus de 2 ans. Zarafa, quant à elle, vit dans sa rotonde. Ses gardiens ont pensé en humain à son bien-être. Sa cage est capitonnée avec des paillassons chauffés par un poêle et ses vaches lui tiennent toujours compagnie, même si elle ne se nourrit plus exclusivement de lait. Atir, l'un de ses gardiens égyptiens, reste lui aussi à ses côtés. Les mauvaises langues disent qu'il n'a pas grand-chose à faire et qu'il peigne la girafe, d'où l'expression bien connue de peigner la girafe pour dire qu'on ne fait rien de bien utile. Mais la girafe vit désormais enfermée dans un endroit restreint, bien loin de son Afrique natale et de ses grands espaces. Gageons qu'elle s'ennuie ferme. Zarafa pense aux quelques galops que son épopée lui a permis d'expérimenter aux plus hautes branches d'arbres qu'elle a avidement dévorées, à la liberté à peine entrevue durant ces 4 premiers mois. Avec le temps, les visiteurs se font de plus en plus rares. Balzac écrit en 1830 qu'on l'oublie. Certains diront qu'elle n'est plus visitée que par le provincial arriéré, la bonne d'enfant désœuvrée et le Jean-Jean simple et naïf. La girafe est passée de mode. Comme Charles X, qui a abdiqué et laissé place à Louis-Philippe, le nouveau roi des Français. Au jardin des plantes, d'autres animaux d'Afrique détournent l'attention de Zarafa, qui n'est plus 10 ans après son arrivée la superstar qu'elle était. On pense à la marier avec une girafe italienne, mais la rencontre ne se fait pas et Zarafa reste vieille fille. Les Britanniques tiennent leur revanche car 2 girafes du zoo de Londres donnent naissance le 13 juin 1838, après 444 jours de gestation, à un girafeau mâle. Malheureusement, il meurt en bas âge,
Mais la mère donnera par la suite 5 autres girafes au Royaume-Uni pour la plus grande joie des Londoniens, petits et grands. Zarafa reste la seule girafe de France pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'en 1839 qu'une deuxième girafe venue d'Afrique vient lui tenir compagnie. Zarafa va enfin pouvoir communiquer avec une de ses semblables. Elle, qu'on croyait muette, s'exprime en fait par un frason, inaudible aux humains. Elle pousse aussi quelques cris graves qu'elle destine aux autres girafes. Geoffroy Saint-Hilaire, le dévoué naturaliste, meurt le 19 juin 1844 et sa protégée ne lui survit que 6 mois. Le 12 janvier 1845, Zarafa meurt d'une maladie pulmonaire à 21 ans, âge honorable pour une girafe en captivité. Ce sont sans doute ses compagnes les vaches qui lui ont transmis un bacille de type tuberculeux. Sa mort passe inaperçue auprès du public qui l'a pourtant tant applaudi. Zarafa est disséqué par les savants du muséum, mais sa peau est préservée. Le maître empailleur Portman et son équipe commencent à dessiner son profil exact sur le mur de leur atelier. Ils découpent ensuite sur ce plan des pièces de bois dans lesquelles on sculpte une statue grandeur nature de la défunte girafe. Il n'y a plus qu'à recouvrir cette sculpture de sa peau précédemment tannée. Le Muséum d'histoire naturelle conserve cette Zarafa naturalisée avant d'en faire don au Muséum de La Rochelle, dont elle est aujourd'hui encore l'un des joyaux. Son squelette part pour la faculté des sciences de Caen. Il disparaîtra sous les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. De loin en loin, des expositions sont encore consacrées à la première et plus célèbre girafe de France, ou des émissions de radio, mais plus souvent on l'ignore. Alors, s'il est une leçon à tirer de cette existence entre ombre et lumière, elle vient d'un chroniqueur marseillais qui nous engage aujourd'hui encore à réfléchir sur son sort. Regardez, girafe du moment, ainsi passe la gloire. Méditez sur cette peau que les gardiens époussettent chaque matin et songez que personne parmi vous ne laissera même autant après sa mort. Europe 1, historiquement vôtre. Olivier Lebleu, merci d'être resté avec nous sur Europe 1. À son arrivée à Paris, la girafe la plus célèbre de France a séjourné au Jardin des Plantes. C'est le seul endroit de Paris qui pouvait l'accueillir à cette époque-là. Elle n'aurait pas pu vivre à l'année, par exemple, je sais pas, à la cour du roi de France au château de Saint-Cloud. Disons que c'était un peu la logique, puisqu'il n'y avait pas autrefois de zoo, et comme vous l'avez dit, il a été créé en 1794, juste au lendemain de la Révolution française. Il y avait à Versailles, par exemple, un jardin zoologique, mais voilà, le roi, vous savez, le sort qu'il a connu, et il a quitté Versailles, et à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait recréer un zoo, mais cette fois-ci, au cœur de Paris, ouvert à tout le monde, que ça puisse être populaire. Et c'était après la logique de mettre tous les animaux dans cet endroit-là à partir du moment où il était créé. Il y a même eu un ordre qui a fait qu'on a interdit tous les montreurs d'ours, tous les forains qui montraient des animaux ont eu interdiction d'en faire commerce et tous les animaux étaient rapatriés au zoo, donc le premier zoo de France. Difficile, Olivier, d'évoquer Zarafa sans parler de la girafomania qu'elle a provoquée. Elle était à la fois une attraction populaire et une manne financière. La girafe est même parvenue à influencer la mode. Est-ce que c'est la première fois que la France connaît un tel engouement autour de l'arrivée d'un animal exotique ? Est-ce que c'est le premier exemple connu de merchandising, si je puis dire, animalier ? À ma connaissance, oui. C'est la première fois qu'on va décliner donc l'effigie d'un animal, sa silhouette, sa couleur, puisqu'on va même en faire des tissus, couleur savane, couleur girafe. À ma connaissance, c'est la première fois, en effet. Après, avec ce qu'on connaît dans nos époques modernes, avec les déclinaisons de Walt Disney, mais aussi avec la girafe Sophie, qui, je le rappelle, n'a rien à voir directement avec Zarafa, peut-être juste une question d'inconscient collectif. Mais en tout cas, à cette époque-là, si précoce, d'avoir cette exploitation commerciale d'un animal, c'était du jamais vu. Olivier Lebleu, présent du pacha d'Égypte au roi Charles X, Zarafa arrive à Marseille en octobre 1826 avant d'entamer un long périple à pied qui doit la conduire à Paris. C'est la translation de Zarafa selon les mots d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Une girafe qui traverse la France, selon vous, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ?
Je pense que le plus compliqué, c'est la foule des humains. Oui. C'est les humains qui étaient les compliqués à gérer, parce que la curiosité faisant que tout le monde voulait s'approcher au plus près, ça créait beaucoup de problèmes d'ordre public, je dirais. C'est pour ça qu'il y a eu cette extraordinaire organisation, parce que Zarafa, ayant été attrapée très jeune, elle était très docile de caractère d'abord. C'est quand même pas un animal très violent, a priori, même si des accidents peuvent arriver. Mais après, on a eu la bonne idée de maintenir toujours son même environnement animalier, puisqu'elle avait ses vaches qui sont restées depuis l'Égypte avec elle, mais aussi humain. Et ça, c'était très important. Je le disais dans mon récit, d'autres animaux d'Afrique, parmi lesquels des éléphants, étaient présents en France bien avant Zarafa. Comment expliquer qu'il a fallu attendre 1826 pour que ce ruminant fasse enfin sa première apparition en France ? Je pense qu'il y avait un problème d'organisation technique, parce que quand même, ce sont des animaux qui font entre 3 et 5 mètres de haut. C'est pas si facile à encadrer, à faire voyager. Par exemple, lorsque Zarafa est embarqué au port d'Alexandrie, on l'installe sur un brigantin, qui est un bateau avec un seul pont et 2 mâts, et on est obligé de l'installer dans la cale. Et pour que le coup puisse émerger de la cale, on doit découper un carré sur le pont et mettre au-dessus un petit dais pour la protéger des intempéries. Vous voyez, ça demande quand même une certaine technicité dans le transport, une certaine logistique, et ça, c'était quand même pas si simple. Le seul exemple qu'on a en France, c'est au XVIIIe siècle, le voyageur Le Vaillant, qui décidera de ramener une girafe, mais finalement, il jettera un peu l'éponge et il ne ramènera qu'une peau, parce que c'était trop compliqué. Comme le médecin Ambroise Paré, est-ce que d'autres, comparaient dès le XVIe siècle la girafe à un monstre ? Oui, en effet, la première description, c'est Belon au XVIe siècle et Pierre Belon. Et en fait, on rangeait cet animal dans le bestiaire des animaux fantastiques, et avec même cette idée que c'était fabuleux, c'est-à-dire une fable, un peu comme une licorne, et que finalement, c'était tellement excentrique, cette idée. D'abord, je rappelle que les Grecs l'appelaient Camélopardalis, c'est-à-dire le chameau léopard, que les Romains l'ont surnommé Ovisfera, c'est-à-dire la brebis sauvage. On ne savait pas trop quoi faire de cet animal, c'était tellement excentrique, c'était tellement étrange, comme si c'était un peu composite, quoi. Donc effectivement, on pensait même que c'était un animal purement imaginaire. Le don ou le prêt d'animaux est monnaie courante en diplomatie. Quelle valeur symbolique représente au XIXe siècle une girafe en guise de présent ? Et qu'espère Mehmet Ali en destinant ces 2 girafons aux monarques français et anglais ? Alors en effet, la question du cadeau diplomatique est quelque chose de très ancien qui a quasiment toujours existé dans l'histoire humaine. Et si on s'intéresse qu'aux girafes, on sait qu'au XIIIe siècle, il y a déjà eu un cadeau de girafe fait d'un roi d'Arabie vers un roi d'Europe. Et voilà, donc c'était un peu monnaie courante. Alors à quoi servait ? Quel était le but de Zarafa ? Eh bien, en vérité, c'était un contexte de fin d'Empire ottoman. Il y avait, à partir de 1824, une guerre d'indépendance qui était menée par la Grèce, et la Grèce essayait d'obtenir son indépendance de l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman ne pouvait pas accepter cette rébellion, donc il y a eu un étouffement de cette crise dans le sang, le pacha d'Égypte fait quelque chose de très schizophrène, c'est-à-dire que d'une main, il envoie son fils et une armée égyptienne pour prêter main forte aux Turcs pour étouffer cette tentative d'indépendance grecque, mais de l'autre, il va faire des cadeaux aux puissances européennes de l'époque, c'est-à-dire la France, l'Angleterre et l'Autriche. Pourquoi ? Parce que lui, il a dans son idée, à un moment donné, de se débarrasser lui-même de l'Empire ottoman, et non plus être simplement le vice-roi, mais le pacha régnant en Égypte. Et pour ça, il sait qu'il aura besoin à un moment donné des puissances européennes. Est-ce que ça va fonctionner ? Pas tout à fait, parce que Charles X accepte le cadeau, mais refuse d'aider l'Égypte. Et au contraire, il va y avoir une association pour la bataille de Navarin, une flotte russo-anglo-française qui va écraser la flotte turco-égyptienne. Donc ça ne va pas marcher dans un premier temps, disons, mais après, ensuite, oui, parce que Mehmet Ali va être beaucoup soutenu par la France, par des techniciens, par des scientifiques et des militaires pour créer une Égypte moderne. Mais les cadeaux entre l'Égypte et la France sont connus par la suite.
Louis-Philippe recevra l'obélisque de la place de la Concorde et nous enverrons une belle horloge qui ne fonctionne plus, je crois, au Caire. En effet. mais offrir un animal, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on le fait encore, on voit que on a pu offrir notamment pour le jubilé de la reine d'Angleterre un cheval à la reine Elisabeth, mais ça ne se fait plus, si, d'envoyer des animaux comme une girafe à un chef d'État. Écoutez, alors peut-être que maintenant on n'offre plus parce que c'est plus dans l'air du temps et que le respect de l'animal et de le préserver dans son environnement est très très fort, et tant mieux. Mais je vous rappelle les dons de pandas, les prêts plutôt. Je dis bien les prêts, les prêts de la Chine en termes de pandas. Bon, c'est aussi ce qu'on appelle du soft power aujourd'hui. Hein. C'est de l'influence, c'est aussi faire parler de son pays, faire rayonner l'image d'un pays. Ce qui s'est passé avec Zarafa, c'est très particulier parce que c'est quand même un animal très élégant, très élevé, évidemment, et il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la noblesse, en fait, d'un animal. Et du coup... on comprend tout à fait pourquoi Charles X est apprécié ce cadeau. Il y avait quelque chose de très impressionnant, très aristocratique. Elle avait une façon de marcher qui était très digne. Et en même temps, ça s'est retourné contre lui puisqu'il va devenir caricaturé sous forme de girafe. Olivier Lebleu, dans le livre que vous avez consacré à son histoire, vous posez une question passionnante. À qui profite la girafe ? En effet, après avoir été présenté à Charles X en juillet 1827, dans quelle mesure l'animal devient-il un faire-valoir pour le roi ? Vous disiez tout à l'heure que, évidemment, ça s'est retourné contre lui. Oui, en effet, parce que la presse en fait a assez vite décodé d'abord le geste du pacha d'Égypte, puisque un journaliste qui s'appelait Méry, qui était très critique, avait dit très bien, a écrit que le pacha d'Égypte nous envoyait des girafes au lieu des oreilles salées des Grecs, puisqu'on racontait que cette tentative d'indépendance grecque était écrasée par les turco-égyptiens et qui coupaient les oreilles des Grecs pour les servir en apéritif. Donc il y avait déjà le décodage de ce geste absolument de géopolitique, mais aussi... très vite, le roi, en effet, s'est retrouvé caricaturé. Il y a une caricature célèbre où on le voit en forme de girafe, mais habillé avec son uniforme caractéristique de roi militaire, et tenu en longe par un bon gros curé, parce qu'on disait que Charles X était trop proche de la religion, il y avait collusion, et que c'était pas très bien vu. Et puis, il faut rappeler ce qui lui a porté beaucoup préjudice, et ce qui explique aussi son règne très court, c'est qu'il était très réactionnaire. C'était un roi qui était censé régner avec un parlement et qui, en fait, refusait cette contrainte. Il avait même décidé de faire des choses très rétrogrades, puisqu'il avait ramené la censure contre la presse. Donc ça, effectivement, quand vous vous attaquez à ce qu'on appelle aujourd'hui le quatrième pouvoir, c'est la fin des haricots, parce que vous vous retrouvez avec toute la presse contre vous. Donc ça a marché pas très bien finalement, parce que ça a été très vite, encore une fois, décodé et dénoncé. Passé l'enthousiasme de la première rencontre entre le roi et Charles X et Zarafa, quelle attitude il a adoptée à l'égard de sa girafe ? Il allait la voir régulièrement ou cette histoire de protocole est très amusante d'ailleurs, au fait que c'est pas au roi d'aller à la girafe, mais à la girafe d'aller au roi. Oui, c'est pas au roi de descendre au vulgaire. Oui, mais en fait, je pense qu'il y a eu un engouement, forcément. Moi, ce qui est le plus savoureux dans cette histoire, c'est que c'est cette ironie de dire que c'était le cadeau du pacha au roi de France, et le roi de France est quasiment le dernier à l'avoir vu. Donc c'est ça qui est très drôle, en fait, dans cette histoire et dans la morale de l'histoire. Mais après, est-ce qu'il y a eu un engouement particulier et puis des visites régulières du roi ? Non. Non, on n'a pas trace de cela. Je pense qu'il est passé à autre chose. Et malheureusement, après, le peuple de France, une fois qu'on s'était débarrassé, après les Trois Glorieuses en 1830, de Charles X, est aussi passé à autre chose. Et Zarafa tombe à ce moment-là un petit peu dans l'oubli. Olivier Lebleu, c'est la question qu'on se pose depuis le début. Zarafa, c'est le nom que la postérité a donné à cette girafe. Qu'en était-il de son vivant ? Elle n'avait pas de nom, ou alors on l'appelait comment ? Alors, exactement,
cette histoire de girafe a été redécouverte au tout début, à la fin des années 30, puisque en 1938, on nettoie, si vous voulez, les archives diplomatiques au Caire et on confie à un orientaliste français, c'est Farouk, qui demande à l'orientaliste Gaston Viette de venir faire un petit peu le ménage dans ces archives diplomatiques. Et il y a des documents qui ressortent et Gaston Viette s'adresse à ce moment-là à Gabriel Dardot, qui travaillait pour l'AFP à l'époque et qui va être celui qui va ressusciter l'histoire de Zarafa en France. Et Gaston Viette dit « Je vois dans des documents un terme que je pourrais traduire par Zerafa et il me semble que ça veut dire girafe. Est-ce que vous pouvez m'aider à éclaircir tout ça ?» Et ce sera le début de la redécouverte de Zarafa. Mais en vérité, lorsqu'elle arrive en 1826 et qu'elle est présentée en 1827 au roi, elle n'a pas de nom. Pourquoi aurait-elle un nom puisque c'était un exemplaire unique? C'était la girafe. Et puis ensuite, il y a eu un texte écrit par un Américain, Michael Allen, 1998, qui a dû être publié en 99 en France, traduit. Et là, cet auteur s'est emparé du terme Zarafa, peut-être sur cette habitude américaine de donner des noms aux animaux, mais normalement c'était juste la girafe. Mais bon, maintenant, Zarafa va rester pour l'éternité son nom. Un mot pour terminer sur l'avenir de la girafe qui est en danger. Vous vous êtes engagé, je crois, pour la préservation de l'espèce. Quelles actions vous entreprenez, Olivier ? Oui, en effet, je considère que cette girafe m'a tellement apporté, puisque cette histoire m'accompagne depuis 2006, la date de la publication de mon livre. J'ai aussi fait une pièce de théâtre depuis, et ça m'a permis de voyager partout, jusqu'en Égypte, jusqu'en Autriche, pour aller donner des conférences. Donc, quand j'ai appris que fin 2016, la girafe rejoignait la liste des espèces en danger d'extinction, je me suis dit qu'il fallait quand même un minimum que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à des actions. Et là, en fait, en janvier prochain, 2024, je vais partir 15 jours en Tanzanie. Je m'appuie sur le travail d'une ONG américaine qui s'appelle Wildlife Institute et qui fait un travail formidable d'études scientifiques des girafes. Je vais aller raconter l'histoire de Zarafa. Je vais la ramener en Afrique d'une façon symbolique et raconter l'histoire de Zarafa aux petits Tanzaniens et en profiter pour passer des messages de préservation et de conservation sur la girafe. Bon, il faut toujours être prudent avec ce genre de choses parce que je voudrais pas tomber dans une espèce de néocolonialisme du bon blanc qui vient dire aux petits Africains attention, c'est pas bien de manger de la viande de girafe. Mais disons une chose, c'est que parfois quand vous êtes dans la brousse et que vous n'avez rien à manger et qu'il faut manger de la viande de brousse, et ben, qu'est-ce que vous voulez? Parfois, surtout ces derniers temps pendant le Covid, il y a eu des girafes tuées et mangées. C'est triste, mais en même temps, voilà, c'est comme ça. Mais néanmoins, il faut essayer de faire le maximum pour préserver cet animal fabuleux. Je ne peux pas imaginer un monde sans girafe. Je pense qu'on serait tombé bien bas dans l'humanité et dans notre présence sur Terre. Merci beaucoup Olivier Lebleu de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Zarafa, la première girafe de France. Je rappelle donc votre livre Les avatars de Zarafa paru aux éditions Arléa et puis la célèbre girafe, comme vous nous l'avez dit, vous a également inspiré une pièce de théâtre, Le Talisman de la girafe. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil. Au revoir. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.